Donc, la défense en son, c'était. On m'a demandé, parce que quand je vais faire les annonces et tout ça, on m'a demandé si c'était mon défense préférée. Moi, je dis qu'il n'y a pas une défense préférée, il y a une défense pour chaque type d'attaque, on va dire. Donc, la défense en son, je ne l'avais pas fait avant de venir en France, mais c'est une défense que je connaissais bien parce que moi, je viens de Saragosse. Saragosse, historiquement, c'était une équipe en Ligue 1 qui défendait, il a défendu toute sa vie défense en son. Ils sont passés différents coachs. Je ne sais pas si c'était un critère des choix des coachs de devoir défendre en son parce que c'était un des points importants pour l'équipe qui faisait un peu la différence par rapport au reste de l'équipe. Moi, j'étais très fan de la défense individuelle avec des échanges. Moi, quand je suis venu en France, j'ai trouvé un championnat assez différent de ce que j'avais l'habitude. Et on a changé un peu la vie par rapport à ça que j'ai bougé dans les championnats de Ligue 2 et j'ai travaillé à l'époque avec l'Aîné. Et on a changé beaucoup dans l'idée de ça serait mieux de pouvoir mettre en pratique une défense en son. Ce qu'il faut qu'il soit clair, c'est qu'une défense en son, c'est pas changer dans une semaine. On dit, allez les gars, on va défendre un son la semaine prochaine et les matchs, on les fera ensemble parce que c'est une défense qui a besoin de beaucoup de travail. Moi, quand je suis arrivé à Plenec, il fallait déjà mettre beaucoup de bases défensives. Je fais un espèce de travail en progression. On a commencé à travailler les défenses avec des changements. On a parti de là et vers Noël, vers janvier, début février, presque, c'est là qu'on a commencé à partir directement, complètement sur la zone. OK? Les caractéristiques qu'on a dans la défense en zone, c'est que c'est, notre mouvement dépend de la position de où il est le ballon. Ça ne dépend pas des mouvements des attaquants. OK? Chaque défenseur, chaque défenseur en fonction de l'attaque, d'accord? En fonction le mouvement de la balle, où il bouge, il va occuper une place, il va tourner en fonction de la balle, et ça sera et il se occupera des attaquants qui sont dans ce sol-là. OK? Donc, on ne bouge pas en fonction des défenseurs, on bouge en fonction de l'attaque. C'est en défense qu'on doit accepter qu'il va y avoir des ajustements et des désajustements, on va dire, des moments où la défense n'est pas ajustée parce que, évidemment, c'est un constant d'ajustement, de synchronisation, d'ajustement en fonction de comment il bouge la balle. C'est très, très, très important la fonction du gardien. Le gardien, ça doit être un cinquième défenseur. C'est important d'avoir un gardien qui n'a pas peur de sortir de sa surface. D'accord? Parce que c'est lui qui s'en occupe de faire l'ajustement quand il n'y a pas. Quand il y a un ballon long, etc., c'est lui qui va s'en occuper. OK? Et c'est en défense qu'il faut travailler parce qu'on va les trouver dans les 90% des matchs. C'est-à-dire, on voit presque tous les matchs du championnat et les dernières 5 minutes, en fonction de comment les coachs et comment ils voulaient prendre des risques, on va trouver des défenses de power play. Et la défense de power play, presque toujours, c'est en défense en son, parce que partir soit en défense individuelle en power play, c'est un risque grand en fonction de que tu as une infériorité. OK? C'est une défense qui a une exigence énorme de concentration et de communication de toute l'équipe. Mais que par contre, quand c'est bien fait et quand c'est bien géré et les paramètres sont bien ajustés, okay, ça donne un esprit d'équipe, ça donne un sentiment d'équipe et surtout pour l'équipe qui trouve en face une équipe qui défend son et les défend bien, ça, dans sa tête, il s'est dit on joue contre une équipe qui vient travailler aujourd'hui contre une équipe qui ne va pas nous permettre de trouver des situations faciles de tir. OK? Comme on avait parlé, ce type de défense, c'est pas si facile de mettre, d'accord? Donc, j'ai planifié une espèce de progression dans l'âge, ok, par rapport à comment on pourrait mettre en défense en son. Parce que mettre dans une défense en son, même si j'aime bien mettre en défense en son avec une équipe U11 qui ne connaît pas encore les fondements défensifs, pour moi, il n'aurait aucun sens. Ok, ça ne sera même pas utile pour les enfants parce qu'ils vont les comprendre. Donc, moi, pour les débutants,
6, 11 ans, on va dire, pour un enfant qui arrive dans l'académie quand il est le plus jeune, même s'il y a des académies qui commencent un peu plus tôt, ok? À niveau défensif, je travaillerai sur une défense individuelle pure, en attaquant, en défenseur et en duel là-bas. Et faire les joueurs participer, faire les joueurs essayer des choses, ok? Et c'est là qu'il faut les apprendre, les fondements défensifs, dans les positionnements des jambes, en quel moment il doit essayer de voler la balle, en quel moment, comment il doit essayer de voler la balle. Okay, des fondements défensifs, et surtout à niveau d'orientation, à niveau de positionnement des jambes, c'est un moment très sensible et très bon pour le faire. Okay? Quand ils sont un peu plus grands, de 12 à 15 ans, on parlerait du placement défensif, de commencer à jouer, à s'adapter déjà. Ils sont déjà à un âge où ils pouvaient comprendre la totalité des terrains, de 40 par 20. OK? Donc, c'est là qu'ils commencent à bien, il faut commencer à bien les placer, il faut les expliquer pourquoi et les mettre des systèmes défensifs un peu plus simples. Déjà, quand ils sont partis sur un âge, ça que serait cadette juvénile en espagnol, ce serait 15-18 ans ou 15-18, ok, on commence déjà à les mettre les concepts de changement défensif. Ok, on commencerait déjà avec une défense individuelle, avec des changements. Et une fois qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont passés pour tous les processus mental de la défense, on peut déjà commencer à travailler la défense en son. Donc, je vous dis, c'est une défense que c'est compliqué, mais que c'est une défense qui avec l'âge, et si on a passé pour tous les processus, à mon avis, aujourd'hui, ça sera la défense que je choisirais et que j'essayerai de mettre dans mes équipes si j'arrive dans un championnat où je ne connais pas. Mais je saurais qu'une fois que je sois là-bas, il faut analyser les situations, il faut analyser les équipes, et une fois qu'on a tout ça, il faut voir, il faut voir si on est capable de le faire, si on a des joueurs assez doués tactiquement pour le faire. OK? Les consignes qu'on donne à l'heure de travailler la défense en son, c'est que le porteur de la balle, il doit être toujours pressé. Une fois que le porteur de la, ça c'est le plus important, une fois que le porteur de la balle il est pressé, il n'est pas pressé, toutes les lignes de passe sont ouvertes et la défense en son, il n'a aucun sens. OK? Il faut couper tous les passes dans l'axe, toujours que ce soit possible. Ça, c'est les passes qui peuvent nous faire un peu plus mal parce qu'ajuster un ballon qui arrive dans l'axe, c'est hyper compliqué. On va voir plus tard comment on pourrait le faire. Okay. La couverture de côté opposé, ça, je pense que c'était ça qui m'a pris le plus de temps à faire comprendre à mes joueurs quand j'ai commencé à travailler ça. Okay. Parce qu'on voit que la balle elle est pressée, on voit que les pivots, celui qui est au milieu, il tient la ligne. Mais le défenseur qui est de l'autre côté, il a une fonction hyper importante que c'est de revenir à l'axe et un peu derrière pour faire la couverture. Et c'est là qu'on s'endort beaucoup parce qu'on n'est pas l'acteur principal de ces moments de défense. Donc, des fois, les joueurs, ils ont la tendance à déconnecter, surtout quand ils ne s'occupent pas d'un attaquant en soi. Donc, la couverture de côté opposé, c'est une chose à bien travailler, à bien faire comprendre, à utiliser la vidéo quand il y en a des erreurs dans les matchs pour qu'ils voient bien où il devait être, parce que c'est hyper important. Okay? L'anticipation du côté fort, normalement fait pour les derniers défenseurs, okay? C'est là qui va nous permettre de partir en situation de contre-attaque. Dans notre idée, dans les défenses en son, c'est de couvrir l'axe pour obliger au porteur de la balle à jouer sur les côtés. Une fois qu'on les force à jouer sur les côtés, on fait une espèce de piège et c'est là qu'on veut que ce joueur il va jouer un ballon vertical sur son pivot et c'est là que notre dernier défenseur il va essayer d'anticiper ses passes. On amène notre équipe dans cette situation. Alors notre deuxième défenseur il sait qu'il va trouver ses passes et c'est là qu'il faut qu'il anticipe. Okay? Les tours défensifs, c'est hyper important. Il faut que les joueurs ils acceptent qu'il n'est pas un attaquant de foot, sinon que c'est en défense qu'en fonction de l'attaque de l'équipe adverse, la défense il va tourner. Donc, on peut trouver des situations où même notre pivot, il va se trouver dans une situation de dernier défenseur et il faut qu'il accepte qu'il y a un changement de rôle constant et qu'il peut se trouver dans une situation où il n'est pas habitué à défendre des fois. Okay? Comme on a parlé, les gardiens, il doit être bien attentif aux couvertures, il doit être notre cinquième défenseur. Couper la ligne de passe au troisième attaquant, ça on l'expliquerait sur les tableaux, ça sera plus facile. Mais c'est pour empêcher à qu'il passe, il saute en attaquant, c'est-à-dire
on veut nous diriger l'attaque de l'autre équipe. Même en attaque et en défense, j'insiste beaucoup sur mes équipes à avoir l'initiative de jeu, même si on n'a pas la balle. Donc, c'est nous qui va les dire aux joueurs qui a la balle où est-ce qu'on veut que la balle part. Donc, on coupe ces passes qui est vraiment dangereux pour nous. Et toujours que possible, on essaie, surtout pas quand on fait au départ de l'action, quand le gardien de l'autre équipe a la balle à la main, on essaie de se placer à pied opposé, c'est-à-dire les gauchers à droite, les droitiers à gauche. Pourquoi? Parce que si on veut couvrir la passe à l'axe, donc notre pied fort, il sera prêt à couvrir ses passes. On sera un peu plus doué à couvrir ses passes, on a un peu plus de force, on a un peu plus de maîtrise sous ses pieds. Et si le joueur il part sur les côtés, il veut faire un duel sur ses côtés, vous qu'on va tourner nous, d'accord, notre pied fort, il sera le plus proche à la balle. Okay, c'est pour ça. Après, j'ai trouvé des entraîneurs qui m'ont dit le contraire. Moi, je trouve mieux ça. Après, c'est mon idée. Hein. C'est la défense en zone comme je l'ai fait. Et ça, je comprendrais qu'il y a des autres coachs qui voudraient le faire autrement. OK? Donc, comme on a parlé, le porteur de la balle, il est pressé. On trouve là-bas le joueur qui est pressé pour un de notre défenseur, le défenseur de l'équipe rouge. OK? Il court, il va fermer l'axe au cas où il y a un joueur qui vient le couper. Il y a une couverture du côté opposé. Lui, il ne va pas être sur lui, sinon qu'il va se mettre en milieu pour faire une couverture. Lui, il va couper, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est couvrir la ligne de passe au troisième attaquant. Donc, ces lignes-là, on force ces joueurs, aux joueurs ici, on force ces joueurs à jouer sur lui ou on prépare l'anticipation du côté fort avec notre dernier défenseur. OK? Et les gardiens, il ne va pas faire un chalet dessous la traversale, il va être dehors sa surface, prêt pour tout passe diagonale ou tout désajustement défensif. OK? Comme tous les systèmes défensifs et même d'attaque, il y a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages que je trouve pour ce système, c'est que si c'est bien fait grâce aux couvertures, c'est moins fatigant. Donc, avec les deux équipes qui essayaient de les mettre en place ici, au début, il était un peu réticent, il avait pas... C'était un peu compliqué pour eux, mais dès qu'ils ont compris que c'était moins fatigant, il y a certains joueurs qui étaient bien contents à ce point. Okay? Il y a moins de responsabilités individuelles. Ça, c'est un double tranchant, c'est-à-dire, je sais que si je me fais éliminer, il aura une couverture, mais il faut bien dire aux joueurs qu'il ne faut pas se faire éliminer, okay? Parce que c'est bien d'être toujours, d'avoir toujours un parachute, mais c'est parce qu'il y a un parachute que je dois sauter tout le temps de l'avion. C'est-à-dire, je ne dois pas me faire éliminer. Il faut mettre conscient aux joueurs que ce n'est pas défendre nonchalant, c'est défendre agressif, presser bien les balles. Et il s'agit de se faire pas dribbler. Mais si on se fait dribbler, il y a moins de responsabilités individuelles. Okay? On force l'attaquant à réfléchir, c'est-à-dire qu'il va trouver des lignes de passe beaucoup plus couvertes. Il va trouver une équipe qui ne va pas faire des gros déplacements pour couvrir de certaines situations et qui va devoir savoir comment attaquer ça. Il y a des moyens pour attaquer en défense en zone de la même façon qu'il y a des moyens pour attaquer en défense individuelle. Donc, il faut les faire réfléchir. L'équipe, une fois qu'on récupère la balle, qu'on reprend la balle, on est mieux placé pour faire un contre-attaque dans la défense en zone. Donc, notre contre-attaque seront forcément un peu plus dangereuses. Déjà parce que toute l'équipe, il va recevoir la balle, il va être face à la cage, etc. Donc, et on sera plus ensemble, on sera un peu plus, il aura moins de distance entre les lignes. Donc, on sera mieux placé pour commencer, nous, le contre-attaque. Okay? C'est un système de défense qui, contre un système 4-0 ou 2-2, c'est très pratique. Et surtout quand on trouve des joueurs très doués dans les 1 contre 1, des joueurs qui ont l'habitude d'éliminer des défenseurs. Donc, c'est un bon système pour ce type d'attaque. Et c'est moins habituel pour les autres équipes. C'est-à-dire, la plupart d'équipes, ils sont habitués à travailler dépendamment pour jouer contre une équipe qui défend avec des changements ou une défense individuelle totale. Maintenant, c'est une tendance de faire de plus en plus de défense, de plus en plus individuelle, surtout à haut niveau. On trouve de plus en plus ce type de défense parce que les joueurs ils sont un peu plus physiques, plus costauds et
et ils maîtrisaient bien la défense du duel. En plus, les arbitres, ils laissaient un peu plus jouer avec les bras et tout. Donc, trouver une équipe qui te défend et un son quand il y a l'habitude de travailler toutes les semaines contre des équipes qui défendent individuel, c'est un peu dur des fois et c'est toujours des matchs pas confortables pour l'équipe qui attaque. Okay? Par contre, il y a des inconvénients comme la concentration et la communication, qu'il y a un des 5 défenseurs qui perd la concentration, toute l'équipe, il est en danger, toute l'équipe. Donc, il faut mettre bien une conscience tous les joueurs. Okay? Il faut que les joueurs ils ont ou ils prennent un niveau tactique un peu plus élevé pour bien comprendre surtout cette gestion de couverture. Okay? Il faut que les joueurs et surtout les coachs ils acceptent qu'il y a des situations de manque d'ajustement. Donc, dans les temps qui ont fait des couvertures pour un ou pour un autre, il y aura des moments qui ça ne sera pas tout ajusté. Mais si tu veux en défense où il y a 0 problème d'ajustement, après en défense individuelle totale, il aura un seul problème d'ajustement. Il aura des autres problèmes, il n'aura pas un seul problème d'ajustement parce qu'un avec sa canne, on prend la main et on, OK. Et il faut une bonne gestion des situations d'infériorité. Donc, moi, quand on travaille la défense en son, on travaille à côté beaucoup de la défense des 3 contre 2. 3 contre 2 et 2 contre 1, parce que c'est là que dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un problème, c'est les situations qu'on va trouver. Des 3 contre 2, partant de l'axe, partant des côtés, partant d'une situation différente. Okay? Mais il faut les travailler beaucoup parce qu'on ne défend pas seulement la défense, on défend qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait quand la défense n'a pas fonctionné. Okay? Et ces types de défense sont purs. Il souffre si on fait que ça contre des équipes qui ont un pivot très dominant. Okay? Mais on a des solutions, comme on va parler tout à l'heure, ce qu'on appelle 103. Quand on joue contre des équipes qui ont un pivot très dominant, en Ferrao, on va le voir après dans les vidéos, qu'est-ce qu'on fait contre ce type de joueurs? Okay? Quel type de joueur on aurait besoin de nous pour préparer, pour travailler une défense en son? Déjà, on a parlé de lui, le gardien, il doit être attentif aux couvertures, avoir une bonne communication avec la défense et surtout avoir pas peur de sortir de sa surface et maîtriser bien dans les timings ses sorties de sa surface. S'il aime bien, mais il arrive toujours en retard comme un camion, comme un train, il va se prendre des cartons rouges et ça va être un problème. Donc, il faut travailler bien avec les gardiens, ce type de couverture. Les défenseurs, ils doivent être puissants et intelligents pour être anticipés sur les côtés, comme on a parlé tout à l'heure. Okay? Et avoir une bonne communication parce que c'est lui qui va voir derrière comment il doit tourner les carrés défensifs avec les gardiens, mais c'est surtout lui qui doit maîtriser ses communications avec les ailiers pour savoir, pour corriger des petites erreurs qu'on peut faire. Et il doit avoir une grosse possibilité pour sortir au contre-attaque avec la force une fois qu'on récupère la balle. Les ailiers, ils doivent être tactiquement intelligents pour comprendre les couvertures de côté opposé et il doit avoir des vitesses parce que c'est les 2 positions qui vont, entre guillemets, vont courir les plus parce que c'est eux qui doivent faire ces jeux de rideaux, on va dire, qu'un un monte, l'autre descend, etc. Et les pivots, pour moi, c'est la pièce la plus importante de ce type de défense. Les pivots, c'est les premiers défenseurs. Donc, si on a un pivot on les trouve dans les équipes qui disent non, moi c'est les pivots, donne-moi la balle, je marque des buts. Mais en défense, il y a même fou, ce type de joueur. Pour moi, c'est inutile. Okay? Parce que c'est de lui qui doit partir la défense. C'est de lui qui va partir l'initiative de bouger les tours défensifs de tous les restes des coéquipiers. Et c'est lui qui va diriger les premiers mouvements défensifs. Donc, il faut qu'il dirige, il a l'initiative et qu'il soit agressif pour bien presser ces premiers ballons qui peuvent nous faire récupérer la balle dans les sons où on voudrait tous récupérer la balle. Non? On a parlé, il y a 2 types de sons, selon mon avis, ou selon ça que j'essaie de travailler avec mes équipes. On trouve la son pure, c'est-à-dire une son où tous les 4 joueurs ils travaillent en son. C'est bon contre le système 4-0, 2-2 et 3-1 avec un faux pivot ou avec des changements constants des pivots. Et on a la son 3, ce que j'appelle son 3, où il y a un joueur qui est individuel sur les pivots dominants de l'équipe adverse et tous les autres 3, ils font un son différent qu'on verra tout à l'heure dans les vidéos et dans
dans l'écran. Okay? Donc, pour commencer à parler, on parle de la zone pure haute, c'est-à-dire on presse un terrain offensif de l'autre équipe. D'accord? On part sur ce principe, si l'autre équipe serait placée 2-2, ben, on serait nous 2-2, au 4-0, on serait nous 2-2 pareil. OK? Donc, dès que la balle, il part sur un côté, d'accord? On voit l'équipe rouge, comment le balle, il est toujours pressé. Il y a les derniers qui viennent faire une couverture, d'accord? Et lui qui vient ajuster la défense avec les gardiens au cas où on trouve ce type de passe. Okay? Ça serait le tour défensif, d'accord? On a parti dans une situation diamant pour finir en situation carré, on va dire, et c'est là que la défense, il tourne. Okay? Si il y a un joueur qui part, on ne va pas le suivre. C'est important que les pivots ils tiennent les lignes et il ne les suit pas, mais il va chercher dans les côtés son prochain joueur adverse. Okay? Pour parler de l'anticipation du dernier défenseur, pareil, la balle il part en côté, on la presse, la balle est toujours pressée par un côté, d'accord? Et on fait tous les tours défensifs, ok? Et moi, ces joueurs, il va couvrir tous les passes dans l'axe pour forcer aux joueurs à faire ce type de passe, ok? Les joueurs qui donnent la balle, ils partent, nous, on va tenir les lignes, d'accord? Donc, ces passes, c'est dangereux. Ces passes, c'est pas possible, il n'existe pas parce qu'il y a un joueur qui me cache. D'accord? Moi, je vais presser la balle et on force l'autre équipe à jouer sur les côtés. Une fois qu'on joue sur les côtés, il y a le dernier défenseur. Il y a le dernier défenseur qui s'anticipe pour récupérer ces balles et partir dans un contre-attaque, dans une situation de 3 contre 2. D'accord? Et pour finir, la fonction de gardien, pareil, la balle, il va partir sur les côtés. On fait les tours défensifs, d'accord? Mais comme ils sont laissés les pivots loin, d'accord? Il y a un moment où la défense n'est pas ajustée. Pareil, on ne suit pas les changements, mais c'est là que le gardien, il doit être attentif à ajuster le temps que son coéquipier, il ajuste bien ce type de défense. D'accord? On va aller voir maintenant sur la vidéo les différentes situations qu'on trouve. Donc, la balle, elle est toujours pressée pour récupérer la balle en situation d'avantage. D'accord? On presse, on presse, on presse. C'est là que c'est la zone de paille, on va dire. Les tours défensifs, on peut voir ici comme les joueurs qui a commencé, ce joueur, le numéro 22, il a commencé situation pivot. L'attaque de Barcelone, il tourne les carrés. On tourne les carrés et il se trouve, hop, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on parle de ces joueurs-là, ok? C'est le premier à défendre. Mais maintenant, il se trouve les derniers dans la défense. Donc, il faut avoir des joueurs conscients à cette type de situation et qui n'aient pas peur de défendre dernier. En plus, il anticipe et il part. Okay? Couverture de côté opposé. Dans la balle, il part à droite. Donc, il sait qu'il doit s'en occuper de ces situations-là. Numéro 15. Okay? Pareil, on tourne la défense. C'était lui qui venait faire les couvertures de côté opposé. Qui vient. Okay? Et pour finir, l'anticipation du dernier défenseur, explosive, avec la force. Il faut qu'il arrive comme un fusée, il arrive au fond. Et on récupère la balle et on trouve des situations d'avantage, des situations de contre-attaque en supériorité. OK? Pour parler un peu de la zone plus basse, et les plus importants et les plus remarquables à niveau de les corrections aux joueurs, c'est l'orientation. OK? L'orientation de lui, où est-ce qu'on veut l'amener nous? D'accord? S'il est orienté vers là, on court les passes à l'axe. D'accord? Ce défenseur, il pourrait être un peu plus ici en fonction de si lui est droitier ou gaucher. D'accord? Les passes au troisième attaquant, il est couvert. Donc, on les force soit à tourner dans la ligne, soit à jouer derrière. OK? S'aligner un peu dans notre cage. L'amener à la zone où on veut qu'il soit. D'accord? On voit comme les lignes ici, les deux passes les plus dangereuses sont couvertes. Donc, on les fait tourner. Une fois qu'on l'a fait tourner, on voit déjà 7 joueurs. Ils défendent
de ces côtés de pivot et moi, je viens là. Sauf si ces attaquant-là, il se place comme un deuxième pivot, ça serait ce joueur ajuste en défense. Mais si ce joueur il est ouvert et lui, il est ça, il est en contre dans les côtés, c'est moi à venir faire l'ajustement. OK? Si le joueur il part, les derniers défenseurs ils sortent à la couverture, on m'a dribblé. Moi, je devrais quand même revenir un peu aider mes coéquipiers. Et c'est moi qui prends les pivots et moi, j'essaie de serrer aussi les lignes pour les faire ressortir. OK? On va le voir pareil dans la vidéo. Donc, on voit ces joueurs, on les force soit à jouer derrière, soit à essayer les 1 contre 1 dans les côtés avec 7 joueurs-là déjà prêts pour sortir s'il faut. Comme ils sont en 12e pivot ici, en 12e joueur proche de la ligne de fond, ce serait ces joueurs-là qui devraient s'occuper de venir faire l'ajustement. OK? Et sinon, les restes des consignes pour la défense basse, des zones basses, sont les mêmes dans la zone pure que pour la défense en zone pure haute. Hein, c'est surtout ce concept d'orientation de l'attaque. Orienter l'attaque à les sons où je veux qu'il part, ou les sons qui sont moins dangereux pour notre équipe. Donc, on voit comme la balle, le porteur de la balle, il doit être toujours pressé. Et si on travaille bien, si on le fait bien, ça pareil. OK? Pareil. On voit comme on ne suit pas les cours les coupures de l'autre équipe, d'accord? On l'oriente, on voit déjà le dernier défenseur qui est placé attentif pour faire les couvertures et l'attaquant il voit ça, il essaye de l'autre côté, mais c'est le dernier défenseur qui anticipe ces situations pour essayer de sortir au contre-attaque. OK? On parle maintenant de la défense 103, c'est une défense pas si habituelle, c'est une défense que j'ai vu qu'à l'équipe de ma ville, mais qui aussi, il y a des autres équipes qui adaptent un peu, on va dire. OK, donc, quelle différence on trouve avec la défense en zone pure, on va dire. Donc, les derniers défenseurs, ils prennent les pivots en individuel. Ils sont un pivot très fort, un pivot que c'est les meilleurs joueurs de notre équipe et qu'il ne faut pas laisser des désajustements sur ces joueurs parce qu'ils peuvent profiter à n'importe quel moment pour marquer. Donc, on laisse un joueur, normalement notre dernier défenseur, notre meilleur défenseur, un individuel avec lui. OK? Donc, notre pivot et les deux ailiers formaient un triangle en deux. On commence en deux et ça tournera en fonction quand la balle il part d'un côté. OK? Quand la balle il part d'un côté, l'allié de ce côté, il va presser la balle, le pivot, il va tenir la ligne et l'autre allié, il revient pour faire la couverture. Et les derniers défenseurs, ils se mettent, une fois que la balle part à les côtés, les derniers défenseurs, ils essayent de se mettre déjà devant les pivots. OK? Et laissant l'espace derrière, on peut aux couvertures des gardiens aussi. L'ailier qui fait les couvertures prend les premiers attaquants qui coupent. Donc, la fonction de la couverture, c'est s'il y a un joueur qui part, ce joueur, il doit les prendre. Et c'est les joueurs, si les pivots reviennent à la ligne de construction, on change les rôles. Donc, c'est-à-dire que si c'est un jeune des pivots, bon, notre dernier défenseur, il va continuer, il va se mettre devant et il va faire la zone. Et c'est le défenseur qui faisait la couverture que maintenant il se va trouver en défense des pivots qui va défendre individuel. Donc, il faut qu'il soit bien attentif pour bien faire une bonne lecture de ce type de défense. OK? Et si, dès qu'il y a un passe au pivot, surtout dans l'axe, OK, les douaniers, ils vont revenir à la ligne de ballon. Donc, on voit ici la situation. On voit les triangles défensifs avec les derniers défenseurs qui défendent individuel avec les pivots. OK? Dès que la balle il part à la ligne, par sur les côtés, le porteur de la balle il va être pressé pour les lier et l'autre lié, il va revenir au milieu pour faire la couverture. Et comme on a parlé, les derniers défenseurs, ils défendent devant. Ça serait les gardiens, c'est le coupé s'il y a un passe long ici, énormément bien maîtrisé dans les timings, dans les précisions. OK? Dès qu'il y a un joueur qui part de l'autre équipe, les pivots, il va tenir la ligne, c'est moi qui me mets avec lui. Mais si après il part, nous, on se souvient qu'on est en son. Donc, on ne doit pas suivre. OK? La balle, il est toujours pressé. Ça, on ne va jamais le laisser. OK? Si lui, il revient et un autre joueur qui part, on ne va pas le suivre en individuel, sinon on va faire un changement pour tenir la ligne de défense. OK? Et si le pivot, il revient, moi, je viens avec lui.
s'il sort de la zone de pivot, s'il sort de la zone où il est plus fort, on se met, s'il revient à se mettre 4-0 ou 2-2, bon, nous, on se mettra en zone pure. D'accord? S'il veut sortir de ces situations pour chercher une meilleure participation, après on se met, et s'il revient sur ces zones, on revient sur le principe de la zone 3. OK? On va aller regarder maintenant sur la vidéo. Donc, on voit comment les pivots, il va tenir les lignes. Il défend là. L'ailier, il part vers les côtés. Et même si son défenseur, il part, on le laisse partir et on cherche les plus proches pour tenir les lignes. OK? Les ailiers, ils prennent les premières qui partent et après, on ajuste. Là, ils sont bien attaqués quand même ou ils ne sont pas bien pressés à ces points. Donc, ils sont arrivés à la zone de construction parce que la pression n'était pas haute. Mais on voit comme l'ajustement, mais pas forcément ça va être toujours l'attaquant de milieu qui va partir avec la balle, mais on est prêt pour les prendre. OK? Et pareil que la zone pure, le dernier défenseur, il est prêt si on passe au pivot dans les côtés pour anticiper. Après, comme on a parlé, les pivots, ils viennent à la zone de construction, ils vont mettre maintenant un autre pivot ici. Donc, moi que j'ai vu que mon dernier défenseur, il est parti pour faire la zone à 3, moi je vais mettre un dernier défenseur sur les pivots qu'ils vont placer et on met la zone pareille. Ça ne change rien, d'accord? On va voir comme lui, il vient faire la couverture en tant que dernier que défenseur du côté opposé. OK? Et on fait encore anticipation sur ce côté. OK? Et pareil, couverture du côté opposé. La balle va venir ici et c'est lui qui fait la couverture. Donc, on oublie ces joueurs-là parce que ce n'est pas mon taf et on va venir ici. OK? Pour la zone 3 vaste, il y a 2-3 choses qui changent par rapport à la zone 3 haute. Dans les derniers défenseurs, ils défendent déjà obligatoirement devant les pivots, en contact. OK? On ne les laisse pas en mettre. D'accord? Pour serrer toute ligne de passe qui peut l'arriver. Les pivots et les doualiers, pareil, on va former un triangle en 2. On force les pivots à recevoir la balle sur les côtés, dans le sens où s'il frappe, c'est moins dangereux pour nous. Okay? S'il arrive à trouver une situation de tir, c'est moins dangereux pour les gardiens. Et s'il a un contre un sur les côtés, c'est l'allié, comme on a vu tout à l'heure, l'allié de le côté opposé qui vient faire la couverture. Si le pivot revient à la ligne de construction, on continue individuel sur lui, okay? Parce que même la zone de construction, quand on défense en basse, il reste toujours une zone dangereuse, on va dire, ça reste une zone dangereuse pour bien maîtriser ça. Okay? Et si elle passe au pivot sur les côtés, on va dire, parce qu'on ferme tous les passes, on serre toutes les lignes intérieures, si elle passe au pivot, tous les autres trois, ils vont ils vont fermer l'espace intérieur. OK? Vous les voyez sur les tableaux, après on les verra sur les vidéos pareil. OK? Là-bas, il part d'un côté, on était 1-2, maintenant ça devient 2-1 avec la couverture de ces joueurs-là. Si les pivots ils changent de côté, nous on a parlé qu'il est individuel, d'accord? Donc on le suit, on essaie de défendre vers devant. OK? Donc moi, je cours, je vais couper ces passes au troisième attaquant. Je vais faire ici la couverture. Et c'est un joueur qui part, c'est moi qui le prends. D'accord? On ajuste. Et si lui, il se fait dribbler, moi, je suis prêt et les autres joueurs viennent faire la couverture ici. OK? Donc, on voit pareil les ballons pressés. Et notre idée, c'est de presser bien la balle pour allonger la balle de notre terrain. OK? On commence sur notre terrain, mais si on presse bien la balle et l'autre équipe, il doit réfléchir et il ne réfléchit pas assez vite, on va les trouver à se trouver dans une situation de devoir sortir de notre pression. OK? On coupe bien les lignes de passe et on oblige les pivots, pour pouvoir participer, il doit venir jusqu'à cette situation-là. Après, Ferrao, il est fort, il arrive même à frapper de là. Mais c'est une frappe qui n'a pas de danger pour notre gardien. D'accord? On le voit ici, il essaie de fixer un peu de ses côtés pour recevoir de l'autre côté, mais il reçoit encore dans un zone où ce tir, normalement, ce n'est pas dangereux.
OK? Et on ferme bien les lignes de passe. On est bien fermé là, d'accord? Et ces joueurs, ils ne trouvent pas par où on va mettre. C'est Diego qui a un bon, très bon sortie à droite dans le pivot. Il est conscient de ça et il vient couper ce type de situation. OK? Maintenant, on voit le numéro 4 qui fait la couverture. Il vient de l'autre côté. Dès qu'il y a une situation d'un contre un, il vient de l'autre côté faire la couverture. Et comme on a parlé tout à l'heure, dès que la balle il arrive au pivot, les deux alliés, ils viennent derrière la ligne de balle pour forcer l'autre équipe à faire un tir extérieur. OK? Donc, ça serait les deux types de défense en son qu'on pourrait travailler ou que je travaillerai. D'accord? Et maintenant, pour finir avec mon exposition, pour ne pas le faire trop long, on va expliquer qu'est un exercice. D'accord? C'est un exercice que je ne sais pas s'il y a de mes joueurs qui regardent ces formations, mais c'est un exercice qu'on fait souvent. On l'appelle, ouais, je l'appelle son 8 contre 4. Donc, on aura 3 équipes. Maintenant, je les ai mis pour les faire plus clair. 8 rouges et 4 jaunes. Normalement, ce serait 1 à 1 des équipes des deux couleurs. Donc, ce serait 4-4-4. OK, on joue 3 minutes d'affilée. 3 minutes, pour moi, ça serait le maximum. Si l'équipe n'a pas une condition physique énorme, on peut le faire un peu plus court. Hein. On peut le faire à 2 minutes, 2 minutes et demie, comme vous voulez. Il aura toujours 4 défenseurs. D'accord? Et c'est un match où pour que ça passe bien, les coachs il doit être bien attentif à bien donner à vive voix les scores, ok, pour que les joueurs soient au courant. Ok, on fait des tournées de 3 minutes eux, 3 minutes les rouges, 3 minutes les bleus, s'il y a notre équipe bleue, d'accord. Et normalement, pour les encourager, on les laisse réfléchir une minute pendant qu'ils voient de l'eau et on les fait répéter l'exercice. Ok, donc l'idée c'est que l'équipe qui joue à l'extérieur, il va jouer obligatoirement du touche. OK? Pour pouvoir bien travailler ça, on essaie de jouer à deux touches. Et obligatoire, pas un, pas trois. OK? Et ils vont gagner un point à chaque fois qu'ils passent la balle à un joueur qui ne soit pas consécutif à eux. Donc, c'est un joueur qui ne soit pas juste à droite ou à gauche. S'il arrive à faire ses passes, c'est un point pour eux. Ça qui nous intéresse, c'est que les joueurs ils arrivent à, d'un côté, bien couvrir les passes au troisième attaquant, bien faire les tours défensifs et surtout bien couper les passes à l'axe. Donc ces joueurs-là, ils auraient la fonction de couper tous les passes à l'axe, les deux alliés de couvrir les passes au troisième attaquant et les dernières de faire la couverture derrière. Sauf que dès qu'il y a un passe qui va à l'autre côté, lui, il va se trouver un pivot, ces deux, ils vont être les ailiers et lui, il va être le dernier défenseur. Donc on travaille aussi les tours défensifs et les changements de rôle dans la défense. La défense, il va obtenir un point à chaque fois, évidemment, à chaque fois que les attaquants ils perdent la balle. Donc, soit je les récupère, soit ils font un passe raté. Chaque fois que les attaquants ils jouent en touche, c'est aussi un point pour la défense. Et un point important, c'est aussi à chaque fois que les joueurs extérieurs, ils se font 100 passes, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 100 passes consécutifs à droite, à gauche, c'est aussi un point pour la défense. Parce que ça qui nous a intéressé, c'est de les amener où on voulait, c'est-à-dire de les amener à les passes moins dangereux pour notre défense. OK? C'est important d'encourager parce que c'est un match, c'est pas un match, c'est un exercice où on peut prendre 3-4 points d'affilée dans 100 secondes et si on a des joueurs qui ont facilité à lâcher quand c'est compliqué, ça peut être une boucherie. Donc il faut les encourager à ne pas lâcher, à rester positif. On va aller voir un peu, ça on l'a fait. Ça se voit pas hyper bien parce que l'angle il n'était pas énorme. C'est l'exercice qu'on a fait avec l'équipe nationale dans les stages qu'on a fait à Madrid. On voit les 4 défenseurs. Okay? Et à chaque fois qu'on passe, par exemple, là, la balle est partie, ça sera un point pour la défense. Okay? Mais déjà, ça sera un point pour l'attaque. Ça sera un autre. À chaque fois qu'il passe un joueur qui ne soit pas consécutif. Donc là, la défense vient d'obtenir un point. Mais dès les premières passes, ça compte déjà. On ne laisse pas un passe gratuit. Donc ça serait un point pour eux. Et pareil. Donc, on trouve des situations que si on n'ajuste pas bien la défense, on arrive à prendre beaucoup de points d'affilée. Donc, il faut les encourager bien et bien les faire tourner, bien les expliquer. Donc, normalement, quand on les fait une première fois, c'est toujours, la plupart des fois,
la défense qui perd. Dans les deuxièmes tours, s'ils sont bien réfléchis, s'ils sont bien parlés, il y a beaucoup de fois que c'est la défense qui gagne. Okay? Mais il faut bien, entre une et l'autre, donner un temps de réflexion, donner un temps de gestion bien de les équipes, de se dire on n'a fait pas bien ça, on a fait bien ça. Donc, ça sera un peu l'idée, un peu de travail d'un exercice pour travailler à plein, un exercice pour travailler ce type de son. De mon côté, pour moi, aujourd'hui, c'est tout. Déjà, j'ai vu qu'il y a des messages là-bas, mais je n'ai pas pu regarder les messages. Je les verrai maintenant. S'il y a des questions, voilà, si vous pouvez le faire maintenant. Sinon, si vous voulez des vidéos, quelque chose, je vous laisse ici mon mail et mon Twitter. Vous pouvez me trouver aussi sur Facebook. Et sinon, on va donner place un peu à les questions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup. J'arrête. Oui, Alberto, moi, je voulais te demander, vu que la défense en zone, pour travailler ça, tu as besoin de beaucoup de temps de travail. Et quand tu arrives dans une équipe et tu veux défendre en zone, à quel moment tu places l'apprentissage de la défense en zone? Tu le fais pendant la prépa? Tu le fais quand tu es déjà au milieu de la session? Moi, par exemple, je te donne l'exemple que j'avais fait avec Cléné. Avec Cléné, c'était un peu plus facile parce que D1, un peu plus facile qu'à Mondor. Parce qu'à D1, on s'entraînait plus, on avait une séance de plus et on s'entraînait mieux dans la volonté, on va dire, de vouloir apprendre ça. Donc, ça que d'abord, pour commencer les ligues, parce que je suis arrivé, c'était 12 semaines, 3 semaines juste avant le début du championnat, 2 semaines, je pense. Et on a commencé sur une défense individuelle avec des chances et on montait à fur et à mesure plus les chances et au bout d'un moment on a profité cette semaine que les cours championnats français à 10 équipes nous donnent pour à des semaines où il n'y a pas de matchs, où il y a des amicaux contre des équipes de ta région et tout ça. Donc on profite un peu ces trous de calendrier pour mettre en place de nouvelles choses et toujours dans les dernières parties des entraînements, on faisait les dernières 20 minutes, par exemple, on faisait un match où il y avait une équipe qui défendait individuelle avec des changements. Il y avait une équipe qui défendait en zone. Et au bout de 10 minutes, on changeait pour pratiquer tout ça. Vous commencez maintenant en zone haute et vous en zone basse. Et après, on changeait son individuel même pressing, individuel en défense basse. On travaillait un peu tous les défenses, mais on profitait des espaces où il ne fallait pas préparer exactement un match avec des scouting, etc., pour mettre les fondamentaux de cette défense. Et surtout, l'hiver, on va dire l'hiver, la trêve de Noël, c'était un moment important pour bien placer ça, pour faire. Je les ai préparé une petite vidéo comme vous pouvez avoir vu, pour les montrer ce que je voulais et comment je voulais. Okay? Parce que dans la vidéo, c'est vrai, surtout nos premières années en France, si déjà je ne parlais pas hyper bien, vous pouvez comprendre, les premières années en France, c'était beaucoup plus dur à comprendre. Donc, avec la vidéo, ça te donne l'information où tu n'as pas besoin des paroles. Et à partir de janvier, on l'a mis, on a commencé à le mettre dans les matchs. Les joueurs, ils ont commencé à prendre plaisir de faire ce type de défense. Et on a avancé déjà tout le reste de la saison et toute la 12e saison. On a parti sur cette base-là. Après, Benoît il te demande, Benoît, il parle toujours par rapport aux gardiens, ça c'est son métier. Il te demande si dans la défense haute, quand tu presses sur tout le terrain avec la défense en son, tu donnes une limite de hauteur au gardien pour sortir. Si tu lui dis, ouais, 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres de ton but, tu peux sortir de partout pour faire l'anticipation, pour faire les réajustes, l'ajustement. Déjà, ça que je dis à mes gardiens, que quand la balle il est dans les mains de l'autre gardien pour faire un remise de fond, il doit être à 9 mètres, il doit être à moins dans les lignes de points. Okay? Et après, ce sont des points ajustés. Si on aurait des spécifiques gardiens dans toutes les équipes, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on les parlera un peu plus de ça. Parce que des fois, c'est vrai que les gardiens, c'est un peu les grands oubliés, d'accord? Mais
mais l'idée, c'est que les gardiens ils jouent dans les largeurs en fonction un peu de l'orientation du porteur de balle. C'est-à-dire qu'un joueur qui est orienté vers les côtés, c'est pas un joueur qui va mettre un passe énorme en diagonale ou en parallèle de ses côtés. Donc, les gardiens, ils doivent ajuster un peu son positionnement à ça. Après, si arrive un joueur qui est totalement vertical à les côtés, perpendiculaire aux côtés et qu'il te mette un tir de 30 mètres, qu'il te mette en but, bon, ça ne sera pas la faute de gardien, ça sera ma faute pour l'avoir dit au gardien d'être là. Mais là, c'est compliqué à trouver. Et surtout à la fin des matchs, il mettra un contrat à ces joueurs qui m'a mis les buts parce que c'est pas facile à trouver. Hein. Mais l'idée, c'est que les joueurs, les gardiens, ils bougent en fonction de l'orientation corporelle des porteurs de balles. Mathieu, il te demande aussi, il te dit que la défense en zone, il est lié à l'anticipation. Et si tu as des exemples de travail, comment tu travailles l'anticipation de tes joueurs? Si tu as un exercice pour travailler ça, ou comment fais-tu? Ouais, il a bien raison, c'est bien lié à l'anticipation. C'est un des points importants dans dans les, dans la défense en zone, l'anticipation surtout des derniers défenseurs. On travaille beaucoup des exercices où, par exemple, on fait trois couloirs, d'accord? Et ça va être un peu compliqué à expliquer. Par exemple, je vais essayer. Par exemple, on va mettre un. On va dire qu'ici, il y a trois couloirs marqués différemment pour les balles. Ah, je vais changer. Attends. Ah non, non, je n'ai pas partagé ça, non? Non. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va dire. Ah, comment faire pour comprendre? Ok, on va mettre ici, s'il arrive, trois attaquants, voilà, trois attaquants jeunes. Et on va penser qu'ici, on va être devant, derrière, à côté, comme vous voulez. Ok, il y a un joueur, d'autres, par exemple, avec une balle. Donc lui, son objectif, c'est de contacter avec un des joueurs de son équipe. Donc, on peut se mettre derrière et lui essaye d'anticiper. On peut se mettre devant dans ces cas-là. Et s'il arrive à recevoir la balle, par exemple, si on anticipe, c'est un point pour la défense. S'il joue et il rejoue derrière, c'est un point pour l'attaque. Et si elle arrive à jouer avec un joueur qui il essaie d'anticiper, il n'arrive pas, et il tourne, il frappe, et il marque, c'est 4 points pour l'attaque, par exemple. Ça, c'est un jeu que ça me vient à la tête maintenant. Mais on délimite ici les trois couloirs, et si on fait ça, et si on lui donne la balle, mais qu'il n'arrive pas, parce que lui, il est presse bien à retourner la balle, c'est un point encore pour la défense. C'est un jeu simple, un peu comme ça, il Oui, aura plein, mais c'est un jeu que ça nous permet aussi d'anticiper un peu, de travailler un peu l'anticipation. oui, il y a plein. Mais dans les taureaux, tu es en train de travailler l'anticipation dans tous les taureaux. Et après, tu as des variantes aussi. Par exemple, tu peux mettre des chasubles sur les pieds forts des attaquants. Et comme ça, tu le dis à ton joueur qui défend que s'il arrive à prendre les chasubles avant que l'attaquant il reçoive la balle, ou en même temps que l'attaquant il reçoit la balle, c'est un point pour les défenseurs. Ça, il y a plein d'exercices, il y a plein de variantes. Alberto, avant de te proposer une question un peu plus pratique, je voulais savoir comment tu fais un petit, comment tu gères une situation d'attaque-défense. Après, je vais te demander. Je voulais te dire que je ne suis pas du tout d'accord avec toi et avec beaucoup des entraîneurs qui disent que la défense en zone, on ne doit pas la travailler dans la base. Parce qu'on doit, je t'explique. Moi, je suis totalement d'accord que dans la base, au début, c'est trop compliqué. Il faut synchroniser tout. Je suis un grand passionné de la défense en zone et je considère qu'il ne faut pas travailler la totalité de la défense en zone. Mais on peut diviser la défense en zone parce que j'ai vu que tu as parlé des fondamentaux de la défense.
Et pour moi, les fondamentaux de la défense individuelle sont la défense en zone. Alors, les côtés forts et les côtés faibles de la défense dans le futsal, ça, c'est des fondamentaux de la défense en zone. Alors, la pression au porteur de la balle, c'est clair que c'est individuel. Mais même si tu es en train de défendre en individuel, tu dois l'expliquer, tu dois apprendre à ton joueur que si lui, il est dans le côté fort, dans le côté faible, il doit venir, il doit laisser son joueur, il ne doit pas défendre en individuel, il doit venir à fermer l'axe ou à couper la ligne de passe. Ça, c'est défense en zone. Alors, pour moi, c'est très important. Peut-être que j'utilise une progression différente à toi parce que pour moi, je pense qu'une fois que tout, comme la défense en zone, je pense que c'est la défense plus difficile à maîtriser. Je commence toujours par là. Parce qu'une fois que tu as maîtrisé bien la défense en zone, je suis sûr que ton équipe, il va bien faire la défense en individuel avec changement. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils connaissent déjà les fondamentaux. Et c'est sûr que ton équipe, il va bien faire la défense en individuel aussi. Parce que même dans la défense individuelle, il y a des fondamentaux de la défense en zone. Ça, je ne sais pas si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Je reconnais que la défense individuelle, c'est plus facile. Chacun a ses responsabilités individuelles. Chacun, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Mais comme tu as dit au début, la défense en zone, il doit avoir toujours comme référence les ballons, pas l'adversaire. Et pour moi, dans le futsal, les ballons, il doit être toujours les mobiles, il doit être toujours les référents. Alors, pour moi, il faut mélanger tous les deux. Les fondamentaux, ça sert pour la défense en zone et la défense en individuelle. Je ne sais pas si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Ou... Oh, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Tu Oui, seras oui. viré à la fin de la réunion, c'est tout. Mais non, 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 je dis, pour moi, c'est un type de progression différent. On va dire, moi, j'essaye d'aller de A à B, et ben, on peut aller de B à A aussi. Moi, ça, les points où j'y allais, c'est que surtout pour les plus petits, et c'est dans les marquages, on va dire, et dans les défenses, il n'y a pas de vrai marquage. Il y a des situations individuelles, évidemment, quand un défenseur de outils il reçoit la balle. Et c'est là que tu dois mettre tous les fondamentaux que tu as dû apprendre avant, parce que sinon, tu vas faire la compagnie, tu vas faire pas de défense. OK? Mais moi, dans mon progression, après, peut-être les enfants d'Andalousie sont plus forts en défense que les défenses de ma région, mais ça que j'ai vu, c'est que d'abord, il fallait favoriser les situations de 1 contre 1 pour travailler dans les marquages, savoir qu'on ne peut pas être parallèle, qu'on doit mettre un peu de distance, mais à quelle distance, comment attaquer, comment aborder ces joueurs et quand la balle, avant que la balle arrive à ses pieds, pas dans les moments qu'il arrive à ses pieds. Ça, c'est vrai que ce sont des points qu'il y a des points communs, évidemment, entre la défense individuelle, les fondamentaux de défense individuelle, les fondamentaux de défense en zone, surtout à l'heure d'attaquer ces types de joueurs. Mais dans ma progression, je prioriserai d'abord, et surtout dans les catégories les plus petites, où c'est plus facile dans la tête d'un enfant, dans son progression neuronale, savoir que lui, c'est mon attaquant et qu'est-ce que je dois faire quand il reçoit la balle, où est-ce que je dois pas être, où est-ce que je dois être et comment je dois l'aborder, pas comment trop, petit pas, c'est ça. Et ça, c'est les petits fondamentaux que des fois on perd beaucoup de fois et que les enfants ils arrivent en 15 ans sans savoir parce qu'ils sont faits contrôle-passe, 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 contrôle-passe. Mais on oublie beaucoup de fois la défense. Donc, amener les enfants à catégorie plus basse, à plein de situations de 1 contre 1, ça nous va permettre d'avoir de meilleurs défenseurs et surtout, ça va nous permettre d'avoir des joueurs beaucoup plus doués techniquement parce qu'ils vont se trouver tout le temps en situation des duels, quoi, de devoir se débrouiller pour pas seulement tu contrôles, tu regardes, tu fais la passe, etc. Sinon, OK, j'ai la balle, je vais t'attaquer et si j'ai besoin, il les passe et si j'ai pas ces passes, il essaye de faire les 1 contre 1. C'est ça qu'à mon avis, il faudrait apprendre à les enfants les plus petits. Des fois, on est tellement abordé de devoir de mettre les jeux collectifs obligatoirement et les contrôles passe et les 1-2 qu'on oublie des fois que quand on sort à la roue et qu'on a la balle nous et qu'on joue avec notre pote, mon idée c'est de les dribbler et marquer un but. Et que ça marche aussi au futsal. Et ça, on est en train de l'oublier. Ça, on est en train de... Je crois Ouais, que Fabrice, oui.
il se Après, rappelle bien quand il jouait, c'était pas le type de joueur qui prenait la balle, il faisait contrôle-passe et partait, voilà. On me l'a, parce que j'ai jamais vu joueur Fabrice, hein, mais on me l'a décrit comme l'abri français. Et moi, je me dis, et c'est pas n'importe qui l'a décrit comme ça. Donc, donc je pense et moi, ce type de joueur, il faut qu'on les forme et qu'on les crée. Et il faut créer ce type de joueur. Ce type de joueur, il y a beaucoup de choses qui sont innées, mais qu'on peut créer ce type de joueur aussi. Hmm. Moi, pour moi, je pense qu'on est d'accord, sachant ce qu'est la terminologie. Pour moi, c'est clair que la défense individuelle, quand tu vas presser le ballon, c'est défense individuelle. Tu dois apprendre ça le premier, ça c'est la base. Mais après, le travail qui fait le dossier de joueur, pour moi, c'est déjà défense en zone. Au moins, il y a les fondamentaux que ça sert pour la défense en zone et pour la défense en individuel. Ouais. Aussi, un joueur, il fait toujours ça. Après, si tu veux donner ton avis, il faut activer ton micro, comme ça on t'attend, on apprend aussi. Mais Alberto, je vais te demander la mienne, la perso, parce que je voudrais savoir quel entraîneur on a en face. Si tu as un entraîneur courageux, tu as un entraîneur. Je vais te proposer une situation. Je partage mon écran. Okay. Je ne sais pas si tu la vois. Ouais. Écoute, tu imagines que tu as une défense en zone haute et qui presse, ton objectif, c'est presser, éloigner les ballons le plus possible de ta cage. Mais à un moment donné, l'équipe attaquant, il va faire une double coupe. Alors, une fois qu'on fait une double coupe, en imaginant, on fait la passe, lui, il va couper, il n'y a pas de souci parce qu'on est toujours comme ça. Lui, il s'en occupe de lui. Mais en imaginant que lui, il va faire une coupure aussi, il va venir ici. Comment tu gères ça? Tu le dis à tes joueurs de revenir à la ligne du troisième joueur ou du deuxième joueur? Tu fais une prise à deux, tu fais, je sais pas, parce que normalement, contre défense en zone, moi, normalement, je l'ai mis en place surtout en France, parce que je suis un passionné de la défense en zone. La façon de faire mal à la défense en zone, c'est faire des doubles coupures, faire des surcharger un couloir ou soit venir à jouer entre les lignes. Alors, il faut les donner des consignes ou des solutions à les joueurs. Et si tu as les principes de ne pas reculer, de ne pas revenir en arrière, l'équipe en face, il te fait ça. Et tu fais quoi? Tu viens en arrière, tu presses, tu me réponds, s'il te plaît. Et comme ça, Ouais, moi, la réponse Je que peux je vais te jouer? donner, c'est clair, hein, ça dépend. Bon, Non, réponds. Déan, ça dépend de comment les joueurs qui portent la balle, il est pressé. D'accord? Ça dépend de son orientation. S'il est orienté comme ça, d'accord? Donc, notre pivot, il doit sauter sur lui. S'il est orienté vers la ligne, notre pivot, il a le temps. Ouais. S'il est orienté comme ça, tac. Et notre gardien, ces joueurs, d'accord? Voilà. Ces joueurs, il va se mettre un peu plus en ligne avec les joueurs sur les lignes, les joueurs qui sont à gauche. Et le gardien, il est attentif au cas où, pas à pivot. Et ça que c'est interdit, c'est que les joueurs qui portent la balle, il fait un passe à pivot par terre, juste au milieu. Ça, ça provoque les changements directs de les deux de la ligne d'attaquants, Ok. de la ligne de pression. OK? Si ces joueurs, après, ça dépend aussi de la distance entre notre pivot et les joueurs qui portent la balle. Si notre pivot est juste dans l'axe et qu'il y a 2-3 mètres pour sauter, pour faire les sauts défensifs et faire les 2 contre 1, on sort sur lui. Si notre attaquant il est un peu plus décalé à gauche, on laisse les duels à notre allié droite et lui, il vient serrer les lignes et on les laisse dans une situation de 1 contre 1 avec 3 dans notre zone bien gérée, on va dire, bien attentif pour pouvoir bien anticiper, ça. Ok. Et la dernière, tu imagines qu'on est comme ça. Ok. On est trois et on est en train de faire la zone. Il y a quelqu'un qui va venir ici, entre les lignes. C'est qui s'en occupe de ces joueurs-là? De ces joueurs-là, les premiers qui s'en occupent, c'est les joueurs qui pressent la balle. Les joueurs qui pressent la balle, il est obligé à couper les passes dans l'axe. Après, Ok. ces joueurs, c'est les joueurs qui font la couverture qui va s'en occuper, qui va les serrer, pas sur les dos parce qu'on va créer un espace à notre dos énorme, mais à 1-2 mètres. On les mettrait là sur le cercle central environ. Celui-là? Ouais.
un peu plus, voilà, mais pas si proche que ça. On les laissera un peu de distance, mais sachant que ce passe-là, c'est interdit. Ok. Ok, parfait. Parce qu'il y a des entraîneurs aussi Oui, que ça c'est dépend lui, il paye. de la ligne visuelle. S'il est tellement proche à lui, il va venir à l'opron. Mais normalement, c'est le troisième joueur qui vient, comme tu as dit, il anticipe. Ok, Ouais. c'est bon, je laisse départager. Fabrice, tu veux faire Moi, quelques questions? oui, c'est très bien de vous écouter et de partager tout ça, hein. C'est super enrichissant. Moi, il y a deux consignes très importantes pour n'importe quelle défense, d'accord, que je donne toujours à mes joueurs. C'est pour que ça soit quelque chose de global, d'accord. C'est tout dépend, comme a dit Alberto, si le ballon est bien serré ou pas. Donc, moi, je leur dis toujours, si le ballon est bien serré, je défends l'espace. Si le ballon n'est pas serré, je défends le joueur. D'accord? Et ça peut s'appliquer sur n'importe quel type de défense, en fait. Parce que des fois, comme tu as dit dans la première situation que tu as mis, bien évidemment, ça dépend de si le ballon est serré ou pas. S'il n'est pas serré, je dois suivre le joueur. Donc, on est dans l'individuel. Ça dépend de tellement de paramètres qu'il faut aussi voir aussi le choix du joueur. Le choix du joueur, et c'est la lecture de jeu. À la fin, c'est ce qui fait le joueur meilleur. Et c'est avoir une bonne lecture de jeu. C'est quand je suis en zone, je dois suivre parce que j'ai plus le choix. Tout dépend, pour moi, tout dépend du ballon, du défenseur, s'il est en train de bien serrer le ballon ou pas. S'il est bien serré, je défends l'espace. S'il n'est pas bien serré, je défends le joueur. C'est ce que je leur dis toujours, en tout cas. On est d'accord. Je pense qu'on est tous les trois, ou tous les 25 qui on est là, on est tous d'accord. Je ne sais pas s'il y a plus de questions. Avant, Mathieu, il avait lancé une question ouverte. Il a dit qu'à chaque fois qu'il met en place cette défense dans ses équipes, il a un souci parce que les joueurs ils sont tellement focalisés en faire bien la défense, en synchronisation, ils font tellement d'efforts qu'une fois qu'ils récupèrent la balle, ils n'arrivent pas à bien gérer l'attaque. Alors, on peut les proposer une solution, Alberto, pour préparer la suite. C'est vrai que la défense, c'est pas l'objectif, c'est récupérer le ballon, mais une fois qu'on a récupéré le ballon, il faut attaquer. Tu travailles comment? Tu travailles des différentes phases offensives, défensives, pour faire concaténer. Tu le fais comment? Ouais, normalement, quand j'ai fait un exercice pour travailler la défense, donc c'est l'objectif de l'exercice, c'est défendre. Je parle des seniors, avec les enfants, c'est un peu plus simple. Mais à chaque fois qu'on travaille la défense, on travaille aussi ce qu'on fait une fois que la défense il a réussi, on va dire. Pas exactement dans cet exercice-là, parce que évidemment, la défense, une fois qu'il récupère la balle, son objectif, c'est de redonner rapide à l'attaquant pour pouvoir marquer un peu plus de points. Mais par exemple, si on travaille une défense de zone basse et on donne des consignes, par exemple, si la défense il récupère la balle, ou toi qui mettent de l'autre côté trois petits caches et qu'il essaye de marquer de là, ou une chose qu'on fait très souvent, c'est s'il récupère la balle, pour pouvoir marquer un point, il faut qu'il fasse trois passes d'affilée. Donc, si tu arrives à faire trois passes d'affilée, tu marques un point pour ton équipe et tu travailles la réaction de l'équipe attaquant une fois qu'on perd la balle aussi. Donc, une fois qu'on a perdu la balle, on ne lâche pas. Parce que évidemment, dans un match, une fois que tu as perdu la balle, le match continue. Il n'y a pas l'arbitre qui va dire un point pour Mondor. Non. Tu continues et tu essaies d'empêcher l'autre équipe à faire les trois passes d'affilée pour travailler et la défense de la défense, on va dire, les moments après de la perte de balle. Il y a plein de consignes, il y a plein de variantes qu'on peut mettre. C'est pas, même si on récupère la balle, on active si on a un joueur qui est d'or parce qu'on n'a pas un pari.
dès qu'on récupère la balle, on met un cinquième attaquant et on fait une situation de 5 contre 4 de l'autre côté. Il y a plein de choix, il y a plein de situations on pourrait mettre en pratique. Après, comme tu as parlé, la communication, c'est aussi hyper important dans cette défense. Est-ce que tout dans tes équipes, normalement, tu unifies la terminologie, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, pour simplifier un petit peu les choses à les joueurs? Ou est-ce que tu as… Bon, c'est vrai que peut-être que c'est rentré trop dans le détail, mais est-ce que tu t'as cassé la tête pour faire des exercices, pour travailler la communication comme objectif primordial, même si ce n'est pas l'objectif, le seul objectif de l'exercice? Je te dis, par exemple, dans mes équipes, moi, je l'ai dit à mes joueurs qu'il faut dire 2 mots. Les noms des joueurs à lesquels je vais les donner l'ordre et après l'action qu'il doit faire. Alors, si c'est Alberto, je vais dire Alberto, ballon. C'est bon. Pour ça, Alberto, il sait qu'il doit s'en occuper du ballon. Si c'est Fabrice, je vais dire Fabrice, couloir. Fabrice, il sait que le pivot, il est dans le couloir, il doit le fermer. Mais après, comme je t'ai dit, il faut se casser la tête pour essayer de le mettre en place. Tu as quelques exercices, tu travailles, tu unifies les langages avec tes joueurs ou… Ouais, moi, je n'ai pas un exercice, on va dire que la terminologie qu'on utilise dans l'équipe, ça se fabrique. On va dire, c'est les joueurs qui vont se parler un truc, les besoins qu'ils vont avoir dans les exercices, il va les forcer à avoir une communication complète et ils vont devoir dire quelque chose que celui qui est devant lui, il doit comprendre. Et c'est un des problèmes qu'on a très souvent les entraîneurs, et je les vois maintenant beaucoup dans certaines formations, c'est qu'on arrive à utiliser un vocabulaire tellement illustré, tellement haut à niveau technique, tellement joli, que tu vas le dire aux joueurs et les joueurs vont rien comprendre. Donc, je vois des fois des formations ou des cliniques à des gens et moi, j'ai admiration pour les personnes qui font des cliniques et partagent ça parce que moi, c'est la première fois et c'est déjà pas facile, mais je prends plaisir de ça. Mais je les regarde et moi qui je vise de ça et que je suis professionnel de ça, même moi, j'arrive des fois à pas comprendre. Et je me dis, je voudrais bien voir des matchs de son équipe pour voir si à la fin, c'est pas tous défendre derrière et avec la balle, les donner au plus fort parce qu'ils n'ont rien compris, parce que les terminologies, c'est tellement compliqué qu'ils n'y arrivent pas. Donc, c'est important dans la communication. Le plus important, c'est que les émisseurs et les récepteurs, ils parlent les mêmes langues, on va dire. Qu'ils parlent, ça un, il va dire, l'autre, il va les comprendre. Moi, je disais, moi, et surtout avec, quand j'étais à Cléné, il y a les entraînements, ça doit être pas en fait, mais ça doit être bruyant, ça doit avoir des bruits. Des fois, on arrêtait l'exercice, je le disais, on ressemble ici la famille Bélier. La famille Bélier, c'est un film français, ça fait 15 ans, ils étaient tous mouillés. Parce qu'il n'y avait personne qui se parlait. Et à force de les dire ça, à force de les encourager à se parler, des fois, il n'y a pas besoin de faire, moi, à mon avis, il n'y a pas besoin de faire un exercice de communication. On perdrait du temps dans une chose qui doit sortir naturellement. Mais il faut pousser des fois pour que ça sorte naturellement. Et que les joueurs, dans 2, 3 exercices, 4 exercices, si tu fais des arrêts des fois à dire, les gars, vous ne vous parlez pas, ça ne va pas aller, et que ça les encourage un peu plus à parler, ils vont même eux, ils vont construire son propre langage d'équipe qui va les permettre d'avoir une langue commune à tous pour se comprendre dans les différentes situations. C'est pour ça que c'est super important en début de saison, établir une bonne terminologie de tout entre déjà le coach et ses joueurs, mais surtout aussi avec les équipes qui ont, comme nous par exemple, des joueurs étrangers, quoi. Établir la même terminologie pour tout le monde. Soit correct ou pas correct, on s'en fout, mais que ça soit la même. Et ça, c'est en pré-saison, ça doit être déjà établi parce que sinon, comme vous dites, c'est super compliqué de communiquer. Ouais, c'est clair. Oui, en plus, Fabrice, il a l'expérience, il a des Espagnols, il a des Français. Si tu ne mets pas en commun ça, par exemple, la défense en zone, tu pourras la jamais faire. C'est quelqu'un qui te dit tape pas, il y a quelqu'un qui te dit ferme, c'est compliqué.
Oui, non, non, mais même si tu n'as pas d'étranger, hein, ça doit être pour tout le monde. Hein. Après, il y a même si c'est une équipe française, il y en a qui viennent du sud, du nord, du je sais pas quoi, ou même dans les quartiers. Chacun entend le futsal de sa façon à lui. Et c'est pas pour ça que c'est pas correct. Mais il faut toujours établir ça en début de saison, hein, même s'il n'y a pas d'étrangers, hein, c'est sûr. Même pour ceux qui viennent du foot extérieur, il y a plein de terminologies Bien sûr, qu'ils ne vont pas bien savoir. sûr. Donc, il faut les adapter, il faut les mettre. Ouais. Moi, je me souviens un joueur il venait de foot, c'était un joueur d'espoir, on va dire. Et la balle, elle sort. L'autre, il a dit à son copain, laisse la balle, c'est 6 mètres. Les mecs, ils mettent la balle à terre, ils frappent comme si ça serait sorti de foot, les petites surfaces. Franchement, mais l'arbitre, il a redonné la balle, il a dit, moi, je ne saurais pas quoi faire parce que c'est la première fois que ça m'arrivait dans la vie. Donc, il a redonné la balle au gardien et on a continué à jouer. Là, il faut les éduquer, et surtout, il faut les parler. Il faut les parler, il faut que ça les vienne à l'oreille le plus possible pour comprendre les langues. On va dire, c'est en parlant français qu'on a appris le français, toi et moi. Enfin, c'est pas à l'école. Donc, il faut que ça leur, même aux joueurs, c'est la même. Il faut que ça les arrive à l'oreille et qu'ils s'habituent à ça. Bon, et Alberto, dans ma part, ça sera tout. Avant de te passer la parole pour finir, je te rendre ton rôle. Et je voulais remercier à Fabrice et à Pascal il nous a quittés parce qu'il avait des affaires à faire. Et il y a tous les participants de la formation. Encore une fois, on est là, c'est samedi. On a déjà la possibilité de sortir à faire des sports et on est là. Alors, c'est super. Moi, ça, les choix, c'était facile. Je ne fais pas de sport. Mais pour vous, je ne sais pas. J'aime bien les sports, mais en train de le regarder à la télé. Et merci, les gars. Merci pour être toujours là. Et merci pour l'expérience qu'on est en train de faire ensemble. Merci, Fabrice, pour être présent. Merci à vous. Présenter l'outil pour l'entraîneur. Et Alberto, je te redonne la parole, je te redonne aussi ton rôle de modérateur et je te remercie encore une fois pour cette initiative qui est en train de nous faire passer plus vite les confinements. D'accord. Tout de mon côté, simplement vous remercier Rafa d'avoir pris un peu les rênes. M'excuser encore pour les problèmes qu'on a eu avec YouTube. Moi, je verrai dans les semaines qu'est-ce qu'on peut faire pour les suivants. Mais ça tombait comme ça et je n'ai pas réussi à les résoudre. Donc, bon, on était déjà presque une trentaine. Donc, c'est déjà bien, sachant que maintenant, on est moins enfermés à la maison. C'était un peu l'objectif qu'on avait au tout début. Merci beaucoup à Fabrice et Pascal pour avoir répondu présent et pour nous avoir montré les logiciels que je trouve super pratiques pour les coachs. Et merci à tous que vous êtes rendus ici pour avoir tenu cette 12h30 presque. C'était comme d'habitude un plaisir. Donc, on se donne les rendez-vous. Il ne nous restera pas beaucoup. Il nous restera encore une formation, une table ronde les 2 dimanches prochains. Donc, les dimanches prochains, on aura une. Et les dimanches 31, on aura la dernière. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir de mettre en contact avec vous. Si vous avez besoin de ça qu'il soit, pas d'argent parce que je suis pas riche, mais ça qu'il soit, vous avez mon mail, mon Facebook. Et on se donne le rendez-vous les dimanches de la semaine prochaine. D'accord? Donc, merci à tous. Restez forts. Merci. Portez-vous bien hein, parce que c'est pas fini ça. Mais petit à petit, on va les battre. D'accord? On se voit sur les terrains. On se voit, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, à bientôt. Salut à tout le monde. À bientôt. Ciao.